Nous, on reste ensemble pour parler de visibilité, d'invisibilité des personnes fragiles. Ah là là, ce thème, cette thématique de la visibilité des personnes fragiles, bon, clairement, c'est pas nouveau, on en parle depuis longtemps, mais sans doute que la crise a appuyé un peu là où ça fait mal, pour le dire de manière très familière. On l'a entendu en début d'émission, la réponse à la crise a été centrée quasi exclusivement, au moins dans un premier temps, sur le sanitaire, la santé, l'hôpital, comme si on ne pouvait pas... C'est pas très gentil de le dire comme ça, mais au niveau de l'État, être sur plusieurs fronts à la fois. Je caricature, histoire de bien chauffer nos intervenants. On va parler de cette invisibilité des personnes et des secteurs avec donc nos deux invités. Mais avant, deux petits chiffres que je voudrais vous montrer pour vous dire que le secteur médico-social a payé un lourd tribut. C'était important, je trouve, dans cette séquence où on parle d'invisibilité. Regardez les chiffres. Est-ce que ça va s'afficher? Voilà, super, génial. 10 475 décès en établissements sociaux et médico-sociaux pendant la première... non, d'ailleurs, à quasiment... il y a quelques jours, quoi, c'était les chiffres récents. Pardon, je m'exprime mal. Et puis, 40 503 professionnels du médico-social qui ont été touchés par la maladie. Vous vous doutez bien, ce sont des chiffres nationaux. Ça veut dire que ce secteur a été clairement, très lourdement concerné et impacté. On a choisi juste ces deux chiffres-là. Alors, nos deux invités. D'une part, Éric Dupré, à ma droite. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes administrateur et vice-président de l'URIOPS et directeur de l'APARC. C'est une association de parents et amis d'adultes en situation de handicap sur la région chaultaise. Oui. 5 établissements et services, oui. C'est ça? Oui. 300 personnes environ accompagnées. Oui, tout à fait. Oui. Si on arrondit. Oui, on arrondit. Et puis à ma gauche, Laurence Brovez. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être une fois de plus présente à cette journée de rentrée de l'URIOPS. Vous êtes directrice à l'ARS de l'appui à la transformation du système de santé et à l'accompagnement. Toujours le même titre, un peu à rallonge, vous en conviendrez. On peut dire la data. C'est ça. Voilà. Voilà, merci à vous d'être là, Laurence. Je commence avec vous, Éric. Peut-on vraiment parler d'invisibilité des personnes fragiles pendant la crise? Est-ce que ce n'est pas un peu fort de le dire comme ça? Non, je ne crois pas. Alors après, tout est affaire de nuances. Sur les questions sanitaires et à l'hôpital, effectivement, pour tout le monde, on sait ce que c'est que l'hôpital. On a tous, où on aura affaire à la maladie, on connaît, on fréquente les hôpitaux, les cliniques. Sur les questions d'EHPAD, que le secteur médico-social qui a été plutôt mis en lumière, la question du vieillissement, on y est tous confrontés. Si tout va bien, on y sera nous-mêmes, ou nos propres parents ou grands-parents. Et puis après, il y a tout un autre secteur, pour le coup, qui est totalement invisible, celui du handicap, celui de la protection de l'enfance, celui de la précarité. De la précarité. Et parce qu'ils font peur? Alors, c'est une vraie question de savoir pourquoi ils sont invisibles ou qu'on ne veut pas les voir. Mais en tout cas, il y a une difficulté, c'est-à-dire que c'est la question de l'expression de ces personnes-là. Et jamais on entend les personnes de la protection de l'enfance ou les enfants exprimer quoi que ce soit sur leur vécu. De la même manière pour les personnes en situation de handicap qui peuvent avoir des difficultés d'expression. Et la question de l'expression directe des personnes, c'est un enjeu majeur. Ce que vous dites, c'est que parfois on est invisible parce qu'on est silencieux. En fait, oui. Hein, on ne se fait pas voir parce qu'on ne prend pas la parole. Bon, ça, on va détailler tout ça. Mais Laurence Brovez, est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec le constat fait dans un premier temps par Éric Dupré, qui consiste à dire, finalement, oui, certains secteurs ont été beaucoup plus invisibles que d'autres, parce que ce sont des secteurs peut-être dont on ne sait pas trop comment en parler, et dont même là où les professionnels se taisent un peu? Alors oui, en nuançant un petit peu le propos, c'est-à-dire que c'est bien de visibilité dont on parle, mais pas du fait qu'on ne s'en est pas occupé. Et je crois que c'est très important de le dire, c'est que, ça a été dit dans les interventions précédentes, c'est que quand on vit une crise comme celle-là, une crise épidémique, on sait que les personnes vulnérables vont être plus touchées que les autres et que donc les services de l'État, l'Agence régionale de santé notamment, a la responsabilité encore plus de se mobiliser pour protéger, pour prendre soin de ces populations. Et c'est ce qui a été fait, mais pas forcément de manière visible, puisque là où je suis vraiment complètement d'accord, c'est qu'on a beaucoup parlé
de l'hôpital, parce qu'il y avait un risque vital tangible. On a parlé des personnes âgées, parce que ça concerne, comme vous le dites, je suis complètement d'accord, chacun d'entre nous, le plus grand nombre de la population, et qu'on a beaucoup moins parlé, effectivement, de ces personnes invisibles et des actions qui ont pu être menées d'aller vers et de prendre soin par rapport à ces publics. Ce qui veut dire que vous en convenez à l'ARS, c'est un peu ce qu'on disait au tout début de l'émission avec Cathy Lemoine et Anne-Cécile Fourage, à l'ARS ou ailleurs. La réponse a été dans un premier temps très hospitalo-centrée. Ça ne veut pas dire qu'on a délaissé le médico-social, mais il n'a pas été, placé au cœur des premières actions. Alors, non, je pense qu'effectivement, ce qui a été visible, c'est les actions effectivement sanitaires et un peu, dans un second temps peut-être vers les EHPAD, mais de manière très réactive et dès le début de la crise, il y a eu des actions vraiment de protection des plus fragiles, notamment dans les filières Covid qui ont été mises en place dans les structures médico-sociales. Des appuis, ça a été évoqué par des structures telles que Calirel, CEPIAS, Nostrae, nos structures régionales d'appui qui ont été en soutien des établissements et des structures. Il y a eu les équipes, les équipes mobiles notamment, se sont formidablement mobilisées en croisant leurs actions, donc équipes mobiles de gériatrie, de toutes les équipes mobiles aussi de psychiatrie, gérontopsie, etc., se sont mobilisées. Donc vraiment, il y a eu un formidable élan d'innovation aussi organisationnelle entre les professionnels qui ont communiqué entre eux, que ce soit le milieu hospitalier, sanitaire, médico-social, etc. Les usagers, que sont les pères aidants aussi, se sont énormément mobilisés. Donc je pense que non, il y a eu énormément de choses de faites et très vite, avec beaucoup d'imagination, mais que ça n'a pas forcément été visible. Oui. Voilà. C'est-à-dire que bien sûr, c'est ce que tout le monde dit depuis le début de cette émission, bien sûr que tout le monde était sur le front. Oui. Oui, il n'y a pas de doute. Les gens ont bossé, ça c'est clair. Oui. Ça ne veut pas dire que ça a permis justement d'emblée faire prendre la mesure aussi à la population, à la société. Non, parce que je pense qu'il y a une question structurelle qui est posée. Alors je sais bien que l'Agence régionale de santé a un champ de compétences élargi, mais ne s'intéresse pas à la protection de l'enfance, qui relève des départements. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, oui, mais... En étayage, en tout cas, oui, autour de la pédopsychiatrie, etc. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple l'appellation Agence régionale de la santé. Alors je sais bien qu'on parle de la santé au sens où l'OMS l'entend. Mais quand on parle que de la santé, on rend invisible le médico-social, vous voyez le mot médico-social, et on rend invisible la question sociale, parce que tout est noyé autour de la question santé et réduit, pour la plupart des personnes, au champ sanitaire. Et c'est Albert Camus qui disait « à mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde ». Et d'une certaine manière, faire attention à ne pas rendre invisibles ni les secteurs, ni les personnes qu'on accompagne dans ces secteurs-là. Oui, et puis je rappelle quand même ce qui a été dit en début d'émission par Cathy Lemoine. C'est vrai qu'on a fait tous... les services de l'État sont intervenus sur la réponse sanitaire. En même temps, quand il y a un désert en pédopsie en Mayenne, on ne l'a pas résolu pendant la crise non plus. Et ce n'est pas venu soutenir non plus la réalité de ce que vivait. Là, je donne cet exemple parce qu'on l'a abordé, mais la protection de l'enfance en Mayenne, quoi. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a eu une intervention juste avant sur les outils numériques. On a aussi fait montre de beaucoup d'imagination dans le secteur numérique, avec une formidable accélération, ça a été dit, sur la télémédecine, sur la téléconsultation, et notamment dans le secteur de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie comme de la gérontopsychiatrie. On a vu une explosion des téléconsultations et donc un apport quand même dans les structures. Alors, ça ne remplace pas, ça a été dit tout à l'heure, et c'est très juste, la relation directe avec le soignant ou avec l'accompagnant, mais c'est quand même une réponse qui a permis en tout cas pas complètement, mais en tout cas de réduire l'isolement, puisque c'était vraiment le risque majeur, c'était de rompre le lien. Après protéger très rapidement, c'était de rompre le lien, et donc les outils tant numériques que les outils type équipe mobile de l'aller vers vraiment qui continuent à fonctionner de manière encore plus active, ont répondu
Pas complètement, mais Non, c'est-à-dire que chacun a fait ce qu'il a pu. Chacun a fait ce qu'il a pu. Éric, je rebondis sur ce que vous disiez juste avant, parce qu'il y a Yannick qui nous dit « Ne trouvez-vous pas que nous ne sommes pas assez offensifs vis-à-vis des partenaires institutionnels et des médias ?» C'est-à-dire que ça reboucle avec ce que vous disiez. On est peut-être invisible aussi parce qu'on est silencieux. Alors oui, mais on s'occupe aussi de personnes accompagnées pour qui la prise de parole ou l'expression est compliquée. Le rôle des associations, là, est fondamental. Et que la question sociale, c'est la question collective. Et le rôle des associations, de continuer à porter la parole des personnes accompagnées. Alors je sais bien qu'un certain nombre de réglementations aujourd'hui mettent en avant la question de la personnalisation et de l'individualisation. Mais à force de s'adresser qu'à des individus, il n'y a plus de social. Donc il faut réintroduire, me semble-t-il, y compris du côté des autorités de tarification et de l'ARS, puisque je m'adresse à quelqu'un de l'ARS, de réintroduire la légitimité des associations à pouvoir à la fois accompagner et faire valoir la parole des personnes qui sont les plus fragiles et qui ne se font pas entendre et qui ont pourtant plein de choses à pouvoir dire. Oui, et là, est-ce que vous avez, donc le témoignage de l'ARS est important sur cette question-là, est-ce que vous avez, pendant cette crise, entendu la voix forte des associations, de leur union ou de leur fédération, qui portaient, comme disait Éric, les besoins et la réalité des personnes fragiles ? Alors ça fait partie aussi de l'animation très forte qui a été menée pendant toute cette crise, qui est toujours menée d'ailleurs, c'est-à-dire des rendez-vous institutionnels et avec les acteurs très réguliers, toutes les semaines, tous les 15 jours, au plus fort de la crise, toutes les semaines, avec les fédérations, avec les représentants des usagers, pour trouver des solutions, pour les mettre en œuvre, trouver des dérogations, se mettre d'accord sur des dérogations, sur sur la mise en œuvre d'innovation organisationnelle ou technique. Donc je pense que ce débat a eu lieu, sûrement jamais assez. Elle est plus précise, Laurence Brovez, excusez-moi, mais elle s'adresse aussi à vous, Éric, parce que d'une part, c'est vous demander est-ce que vous avez entendu suffisamment les associations, les fédérations porter vraiment fort la voix pour se faire entendre et se faire mieux voir. Oui. Et en même temps, Éric, est-ce que dans toutes ces réunions-là, la voix elle a été portée suffisamment par le secteur ? Finalement, l'invisibilité, quand elle est là, peut-être qu'elle a des causes et des responsabilités un peu à tous les endroits. Mais pendant la période de confinement, alors il y a des réalités différentes sur l'ensemble de la région Pays de la Loire, mais il y a des associations pour qui il y a eu silence radio du côté des autorités de tarification. Et les associations étaient laissées seules à gérer les problèmes. Et puis, ce à quoi ont eu affaire les associations, c'était plutôt la gestion des protocoles, des directives, des doctrines qui pouvaient changer d'une semaine sur l'autre et auxquelles il fallait adapter. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de dialogue sur les questions de visibilité au moment du confinement et un peu après. Alors, je partage, c'est-à-dire qu'effectivement, cette crise qui a fortement impacté tout le monde et qui était de nature très complexe, parce qu'il fallait régler des situations, comme vous le dites très justement, techniques, avec des consignes qui pouvaient changer au fil de l'eau, parce que la crise changeait aussi de mesure très rapidement. On réentre malheureusement dans une crise analogue maintenant, et on le voit très bien, c'est-à-dire que la science n'est pas exacte, voilà, cette maladie n'est pas encore complètement connue, on la découvre en marchant, etc. Donc pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, c'est devoir trouver des solutions à court terme, et on est, c'est vrai, la tête dans le guidon, disons-le, et sur peut-être que sur le recul, M. Noguès en parlait tout à l'heure, le recul nécessaire et la communication nécessaire qui permettrait à chacun d'entre nous d'avoir une meilleure vision, plus exhaustive, plus objectivée, plus sociale. Oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Peut-être que ce temps-là nous manque. Hein, je suis assez d'accord. Parce que trouver des solutions à court terme, je pense que les associations, les adhérents de l'URIOPS, je pense qu'on est bien placé à l'URIOPS pour le savoir, on peut les trouver. Après, c'est la question du moyen et du long terme. Et quand je parle de questions structurelles à regarder, je pense vraiment que du côté de la légitimité des associations, il y a un point d'ancrage à revitaliser ou remobiliser. Juste la question, par exemple, de l'appel à projet.
C'est-à-dire que jusqu'à il y a 10 ans, les associations étaient en mesure de faire valoir un certain nombre de projets, de besoins qui émanaient directement des personnes qu'ils accompagnaient et le faire valoir auprès des autorités de tarification. Il y a eu une inversion de la norme, c'est-à-dire que les autorités de tarification ont dit « mais c'est nous qui allons lancer les appels à projets ». Alors ça peut se faire dans la concertation, mais c'est l'autorité qui le fait. Et que font les associations ? Elles ne portent plus la question des besoins ou de l'expression des personnes. Elles ne font que répondre de manière technique à une demande et à un projet. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est ce que nous dit Morgane. Elle dit que cela renvoie fondamentalement à la fonction socio-politique des associations. Et je pense que c'est là-dessus qu'Henri Noguès conclura dans tout à l'heure, là, j'en suis certaine. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Laurence Brouveil ? C'est-à-dire, alors, la question de l'appel à projet, on en parle, je crois, à chaque journée de rentrée. Hein, oui. Mais peut-être que dans ce cadre-là, il faut que les choses bougent aussi. Oui, vu la violence de ce qui a été vécu cette année, quand même. Je trouve qu'on peut prendre comme exemple le témoignage précédent. Tony Bessot parlait d'un appel à projet, mais dans le numérique, par exemple, et dans tout un tas d'autres domaines, vous savez, on bascule dans les appels à manifestation d'intérêt. Et je pense que c'est plutôt ça l'inflexion par rapport aux appels à projets. C'est d'une part l'appel à manifestation d'intérêt, c'est une genre de pépinière d'idées, c'est-à-dire qu'au lieu de cadrer quelque chose de manière très ferme et définitive, on laisse les choses beaucoup plus ouvertes et la possibilité pour les associations, les structures de répondre de manière beaucoup plus large et moins aboutie, puisque par définition, après un appel à manifeste d'intérêt, on peaufine le projet et on présente un cahier des charges. Donc c'est un peu ça, quand même, ça donne beaucoup plus de souplesse, moins de cadrage aux associations et aux structures. Et puis l'autre point, c'est que effectivement, ça donne la possibilité de la créativité, de l'innovation et du regroupement. Ça a été dit tout à l'heure par rapport aux petites et aux grandes structures, au regroupement des structures dans la réponse apportée. On ne peut pas demander à Laurence Brouveil de l'ARS de dire ici que les appels à projets empêchent. Ça, c'est pas possible et c'est normal. Ce que j'entends, c'est comme si on ne parlait pas finalement complètement de la même chose. Ce que j'entendais dans ce que vous disiez, Éric Dupré, c'est que finalement, la question se pose de la place et du rôle de l'association et des professionnels. Oui, j'entends. Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que même à l'ARS, on se pose cette question-là aussi. Bien quel sûr. lien on a, quelle relation on a, et comment l'expertise des associations du secteur médico-social est profondément prise en compte et recherchée pour établir des politiques, y compris en période de crise. Parce que c'est vrai que peut-être, là je m'avance, excusez-moi, je monopolise la parole, mais peut-être que si dès le début de la crise, on avait plus cherché l'expertise, entendu les besoins, si les associations avaient crié plus fort aussi, peut-être que des réponses auraient été apportées différemment. Si les autorités acceptent que ce secteur-là est expert, et le meilleur expert de ses besoins. Tout à fait, je pense que c'est vraiment le souhait de l'ARS et l'ambition de l'ARS que d'embarquer l'expertise de tous les champs associatifs, structures, professionnels de santé et usagers, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Au-delà de la question de l'expertise, c'est vraiment la question de faire valoir les besoins et l'expression des personnes accompagnées. Voilà. Tout à fait. Henri Noguès, vous êtes avec nous ? Oui. Vous avez entendu plein de trucs, alors peut-être sans vous laisser conclure tout seul pendant 5 minutes, mais il y a peut-être un échange qui peut se faire. Mais là, on vient de réinterroger, c'est vrai, en partant de l'invisibilité et de la visibilité, on a interrogé finalement la responsabilité des uns et des autres, et notamment celle des associations du secteur. Vous en pensez quoi, vous ? Oui, ici, effectivement, par rapport à beaucoup des questions qui ont été posées, on voit que les associations ont des marges de manœuvre et peuvent déjà apporter des réponses. Par exemple, si on prend la démocratie sanitaire, c'est vrai que ça suppose que les institutions publiques, à tous les niveaux régionaux et nationaux, prennent la parole, prennent le temps de parler avec les associations de familles, avec les associations de malades, et puis généralement avec l'ensemble des associations. Mais ça suppose aussi que les associations parlent, qu'elles parlent avec leurs bénévoles pour expliquer les problèmes, qu'ils soient des porteurs des difficultés et de ces invisibilités. Ça suppose qu'elles parlent aux donateurs, aux citoyens aussi, parce que c'est des problèmes compliqués et souvent le citoyen a des visions étriquées ou manipulées par des
par des battleurs d'idéologie. Mais comment elles peuvent faire pour parler, Henri Noguès? Comment elles peuvent faire? Comment peuvent-elles faire pour parler, pour prendre la parole et être audibles? C'est l'intérêt aussi d'être en union, de pouvoir le faire ensemble. Je ne sais pas à chaque association, évidemment, de monopoliser la parole, mais elles ont intérêt à coopérer. Alors c'est le deuxième point, là aussi. On voit que des associations de grande taille, comme l'ADAPEI, ARIA en Vendée, ont des capacités d'action considérables. D'autres associations plus petites, et l'association Nelson Mandela n'est pas la plus petite, il y a encore bien plus petit, mais il y a des possibilités de mutualiser, il y a des possibilités de partager les expériences, de coopérer. Ce qui serait dangereux, je crois, parce que ce qu'on a entendu ce matin, c'est d'opposer les formes économiques. Souvent, on oppose le marchand et le non-marchand. Moi, je pense que les deux ont des atouts et des fragilités différentes, hein. Mais il n'y en a pas un modèle qui soit systématiquement supérieur aux autres. Quand on dit qu'il faut changer d'échelle, donc on dit aux associations, fonctionner comme des entreprises, essayer d'obtenir la part de marché la plus grande, ça n'a pas de sens. Il y a d'autres moyens d'être capable, d'être en capacité d'agir par la coopération, par la mutualisation. Donc il ne faut pas... le président hier de la République, quand vous l'avez écouté, si vous l'avez écouté, il a parlé plusieurs fois des associations. C'est important. Mais je ne suis pas certain que du côté de l'économie, du côté du plan de relance, on ait intégré les associations, on continue à les considérer comme une roue de secours, un peu comme une économie Canada Dry. Non, c'est des vraies formes économiques avec des soucis de logistique, d'intendance, des besoins de financement et de cohérence. Et finalement, si les associations ont beaucoup à faire, on doit attendre des autorités du respect de l'identité, c'est-à-dire ne pas considérer les associations seulement comme des opérateurs. Et quand on passe son temps à les mettre en concurrence uniquement, eh bien, on les réduit à une fonction d'opérateur. Alors qu'on parlait il y a quelques années de partenariat public-privé, et notamment entre les associations privées et les pouvoirs publics, ben ça suppose de reconnaître sans complaisance les autres capacités, les autres potentialités de ces acteurs, sans oublier qu'ils ont des fragilités, y compris économiques, et que si on ne pense pas aux associations du côté du plan de relance, il y aura des dégâts du côté des associations, comme dans le secteur de la culture, il y aura des dégâts si on n'y fait pas attention et si on ne les prévient pas. Merci Henri Noguès pour cet éclairage. Alors attendez, Quentin qui demande, et peut-être que vous pourrez répondre, Éric et Laurence, y a-t-il des points d'entente dans les actuelles revendications entre les professionnels du médical et les professionnels du médico-social ? Elle est intéressante cette question, parce que je vous rappelle juste que les professionnels de l'hôpital revendiquaient depuis belle lurette bien avant la crise, et d'un seul coup tout le monde a semblé découvrir leurs difficultés de moyens. Mais... Enfin, moi j'en vois deux points de convergence. Le premier qui est la question salariale. En tout cas, on l'entend du côté de la fonction publique hospitalière ou des hôpitaux et des soignants. Alors on l'entend moins, et pourtant c'est une vraie réalité dans le secteur social et médico-social, où dans mon association, il y a des personnes, selon les grilles indiciaires, qui sont aujourd'hui en dessous du SMIC, et on est obligé de donner une allocation compensatrice. Donc la question salariale et la question de l'attractivité. C'est-à-dire que si on ne rend pas visible l'intérêt de ce secteur pour la société, les gens vont s'en désintéresser. Et c'est vrai que ce sont les mêmes problématiques qu'on retrouve dans le domaine de la santé, pour le coup. Oui. Question salariale, reconnaissance et attractivité. Oui. Oui, je pense qu'on peut complètement faire le parallélisme. On avait tout à fait identifié avant la crise elle-même une problématique d'ordre. Alors le niveau niveau salarial, on n'en a pas la maîtrise au niveau régional dans les négociations conventionnelles ou ministérielles. Néanmoins, on pouvait avoir des actions sur l'aspect attractivité du métier, notamment sur le métier d'aide-soignant, sur lequel on a lancé avec la région une campagne de communication pour justement, avant d'ailleurs, et qui a été repoussée ensuite après la crise, mais justement pour faire reconnaître ce beau métier qu'est le métier d'aide-soignant, et on peut tout à fait faire le parallélisme avec l'ensemble des métiers du médico-social. Donc on a un gros chantier là à mener, je partage totalement. Mais, rapidement, parce qu'on va... Oui, bien sûr, mais juste un mot, je ne suis pas sûr qu'on soit bien parti de ce point de vue-là. Non, mais le Ségur de la santé,
les soignants et un peu le médico-social, c'est-à-dire les EHPAD. Et le reste, rien. Et le reste, rien. Et on risque de créer une fracture, de nouveau, entre le secteur sanitaire et puis le petit bout médico-social, parce qu'il y a du sanitaire du côté des EHPAD, et le reste du secteur médico-social et du secteur social. Robert nous dit, ce constat, il est important et il est lourd en fin d'émission, mais il faut le réentendre. Les services publics dévastés, écrit Robert, et les personnes les plus fragiles, premières victimes de la crise Covid. Ça, c'est une réalité, voilà. Comment alerter les acteurs publics locaux et nationaux? Alors évidemment, je pense qu'ils sont un peu au courant. Oui, je pense. D'accord. Mais ce que Robert veut dire et qui est important, c'est que cette émission a été placée sous le signe de qu'est-ce qu'on retient de la crise? Quelles leçons on en tire pour demain? Il y a quand même un truc là qui ressort depuis le début, c'est que définitivement, il faut que ce secteur médico-social et les enjeux sociaux pour les personnes accompagnées soient au cœur des politiques. C'est la mission fondamentale de l'URIOPS, de fédérer les associations pour porter cette voie-là. Ouais. Ça plaît à Henri Noguès en conclusion. Et je vais vous demander, Henri, un effort formidable pour nous dire en 1 minute, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez au mouvement aujourd'hui, au mouvement associatif, d'être plus créatif que jamais? Je ne sais pas. Hein, Oui, non, de fait, d'entretenir le débat, la réflexion, d'accompagner les bénévoles et de s'occuper avec sérieux des salariés. L'attractivité, pour prendre la question, c'est à la fois une force, parce que quand vous interrogez les aides à domicile, comme je l'ai fait dans mes travaux de recherche quand j'étais actif, eh bien, ils répondent que le sens, le métier leur plaît, la qualité de la relation, les personnes âgées comptent énormément pour elles. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance matérielle ou si le métier est trop difficile, elles iront vers les EHPAD, elles iront vers le secteur public et on aura du mal à les recruter. Et donc, pour le secteur associatif, il est à la fois fort par le sens des valeurs qu'il porte, mais il est fragile parfois. C'est un colosse au pied d'argile parfois au niveau économique et au niveau de la logistique. C'est pour ça que les questions de back-office, d'intendance, de logistique doivent également être portées au niveau des pouvoirs publics. Et là, merci beaucoup Henri Noguès. Et moi, avec ma casquette d'administratrice de l'URIOPS, cette fois-ci, je vous souhaite, à vous qui nous regardez, adhérents, d'être, c'est ce que je disais, plus créatif que jamais, plus vivant, plus dynamique, parce que finalement, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il ne faut rien lâcher, puis c'est mieux de le faire à plusieurs et de se partager des idées. On est un peu là-dessus, donc il faut avancer, se battre, et j'ai envie de vous dire, apprenez à vous faire entendre plus fort aussi, y compris des institutions comme l'ARS. Mille merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup au studio de Lille à Nantes et à l'équipe en régie, en back-office, d'avoir permis la réalisation de cette émission. Grand bravo aux équipes de l'URIOPS qui ne cessent d'innover quand même cette année, qui ont dû faire face à tout un tas de difficultés et qui nous permettent tout le temps de rester en lien, d'échanger, de débattre. Donc vraiment, je pense qu'on pourrait les applaudir, mais là on n'est pas assez nombreux, ça ne ferait pas assez de bruit. Mais un grand bravo à toutes les équipes de l'URIOPS, je le redis, parce que sans elles, surtout des femmes, tout ça n'était pas possible. Hein. Elles ont bossé comme des dingues. Voilà, cette émission sera disponible en replay, évidemment. Donc regardez-la, partagez-la et restons en contact. À bientôt.